Alors, est-ce que vous êtes prêts ou pas pour la prochaine attaque? Parce que c'est la question qui va se poser en fait. Moi, je vais faire un zoom sur la problématique de sécurité informatique. Parce qu'à partir du moment où on commence à connecter des trucs, forcément, le risque va augmenter. En deux mots, Symantec, vous connaissez peut-être pas, vous connaissez peut-être plutôt notre marque grand public qui s'appelle Norton. Alors là, évidemment, vous pensez tout de suite au Moto ou au Cabernet Sauvignon, pas forcément à l'antivirus. Mais c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Sachez qu'on fait énormément de choses en termes de sécurité des systèmes d'information et sécurité de l'information en tant que tel. Ce qui est le plus important, au-delà probablement des produits que l'on développe, c'est ce qu'on appelle le GIN, le Global Intelligence Network. Vous voyez ça comme un réseau météo un peu. Et à ce titre, moi je suis un peu le monsieur météo aujourd'hui par rapport à ça. Plutôt le monsieur météo de la menace, de la cybermenace. Alors c'est moins sexy que la vraie météo. Quoique, on va voir. Et donc, voilà, imaginez qu'on ait ce réseau d'observation planétaire avec, vous voyez, des montagnes et des montagnes de bidules qui surveillent un petit peu ce qui se passe. Alors tout ça est évidemment anonymisé en long, en large et en travers. Mais globalement, l'idée, c'est effectivement de savoir à peu près ce qui se passe en termes de menaces au niveau de l'Internet, au niveau des mobiles, au niveau des sites web, au niveau du développement des maliciels. Alors, un maliciel, je vais beaucoup en parler. Un maliciel égale logiciel malveillant. Et donc, l'idée derrière, si vous voulez, c'est que ça fait maintenant une trentaine d'années qu'on travaille là-dessus et qu'on a bâti une énorme base de données. Alors, on a appris depuis que ça s'appelait Big Data. Donc on a baptisé ça Big Intelligence pour être un peu dans le move, hein, si vous voulez. Mais l'esprit, c'est un peu ça, c'est d'essayer de tout savoir et du coup d'essayer de prévoir un petit peu. Alors les tendances lourdes, je vais revenir un petit peu sur ce que disait IBM tout à l'heure, et je suis assez d'accord avec tout ça. Je vais juste rajouter une cinquième tendance qui est pour moi l'objet. On va parler de plus en plus, vous allez voir, d'Internet des objets. Alors c'est à la fois nouveau et à la fois pas vraiment, parce qu'un ordinateur, c'est déjà un objet, enfin, sauf si je me trompe. Un smartphone, c'est un objet. Sauf que là, on va dire, un tram aussi, c'est un objet, une centrale électrique, c'est un objet, un smart meter, c'est un objet. Donc globalement, on va être dans l'objet. Et comme le disait IBM très justement, on a un petit peu affaire à la tempête du siècle. C'est-à-dire que tout ça arrive en même temps. Aujourd'hui, dessiner un système d'information d'une entreprise, même moyenne, sur un bout de papier, c'est juste impossible et impensable. Alors que c'était le cas il y a encore un certain nombre d'années. Alors c'est amusant, on se faisait la remarque il y a quelques temps, mais vous savez, quand on déploie un système d'information complexe dans une entreprise de taille, on va dire, importante, on parle d'urbanisation des systèmes d'information. C'est amusant, c'est peut-être un petit peu un retour, un effet boomerang si on peut dire. Alors, donc on a travaillé aussi là-dessil, parce que forcément, à partir du moment où on va connecter un certain nombre de trucs, on s'est posé la question, alors là je vais aller très vite là-dessus, parce que c'est des choses que vous connaissez par cœur, bien sûr, mais nous, il a fallu qu'on s'éduque. Et donc on a regardé qu'est-ce que c'est que la ville intelligente ou qu'est-ce que c'est censé être. Et derrière, sur quelle logique et sur quel développement on va devoir fonctionner. Et donc on a commencé à analyser les différents éléments technologiques sur lesquels va devoir se baser la ville intelligente. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous allez voir que ça fait du sens un peu plus loin dans la présentation. Bon, l'architecture aujourd'hui, elle est assez basique finalement. On a des bidules qui sont connectés entre eux, mais qui aussi sont connectés vers des systèmes de collecte d'informations, des systèmes de collecte d'informations qui vont être évidemment analysés, traités, et pour potentiellement pousser des actions vers les bidules en question. Et là où ça commence à poser question, c'est la question de la vulnérabilité. Parce qu'on va passer aux attaques très rapidement, mais la vraie problématique ici, c'est que absolument tous les éléments que l'on peut citer ou imaginer dans ce type de réseau sont tous vulnérables. Attendez, ça c'est rien, vous allez avoir vraiment peur dans pas très longtemps. Alors on ne le voit pas très bien ici, mais je vous engage, lorsque vous aurez un moment, à aller faire un petit tour sur un site qui s'appelle wearedata.watchdog.com. Watchdog, c'est un jeu qui a été développé par une entreprise qui s'appelle Ubisoft, d'origine française, et en l'occurrence au Canada.
Et bon, c'est un jeu, alors je vous passe les détails, mais où un hacker doit se balader dans la ville et faire un certain nombre de missions. Et pour faire la promotion de ce jeu, ils ont récupéré tout ce qu'il y avait comme open data sur un certain nombre de villes, en l'occurrence Paris, Londres et Berlin, pour la partie européenne. Et allez voir sur wearedata.watchdogs.com, vous allez voir en temps réel tout ce qu'ils ont pu trouver comme open data sur Paris. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors évidemment, un certain nombre de ces données ne vont pas très loin, c'est-à-dire que dans certains cas, on vous dit c'est juste là, il y a un distributeur de billets. Bon, moi je peux vous donner le nom d'un autre site qui va vous expliquer comment pirater le distributeur de billets. D'accord. Donc ça, c'est la question qu'on va se poser derrière. C'est on a la capacité à identifier les éléments qui sont connectés. Derrière, à partir du moment où ils sont connectés, malheureusement, comme je vous l'ai dit, ils sont très, très souvent, voire dans la grande majorité des cas, vulnérables. Alors, voilà, clic. Le constat aujourd'hui, il est le suivant. On est dans un contexte d'hyper... Je clique pourtant très fort, hein, je vous promets. Voilà, d'hyperconnectivité. On est tous équipés de bidules connectés, là, aujourd'hui. Hein. Nos maisons sont de plus en plus connectées. On est connecté en permanence. Et évidemment, il y a un certain niveau de cyberdépendance qui va se créer. On est dans un environnement, en termes d'informatique, qui est hyper complexe. Comme je vous le disais, par rapport à ce qu'on avait il y a 25 ans ou il y a 30 ans, c'était très simplissime. Aujourd'hui, aucune entreprise, aucun ministère est capable de vous dessiner son réseau. Impossible. Avec la notion du cloud computing, chacun a des données un petit peu partout, sur des clés machin chouette, sur des MP3, sur des téléphones, il y en a absolument partout. À ça, on va ajouter un niveau de compétitivité accru, à la fois entre les gens, il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux type Facebook évidemment, mais bien sûr entre les entreprises et aussi au niveau des États. Ce qui nous amène dans cet état d'hyper-vulnérabilité. Je vais revenir un petit peu là-dessus juste après. Le risque, du coup, va augmenter de manière considérable. Alors, je ne suis pas le seul à vous dire ça. Vous avez entendu parler du World Economic Forum, hein, c'est une colonie de vacances pour jeunes gens qui vont à Davos chaque année. Vous avez entendu parler de ça, faire un peu de ski. Ce qui est intéressant avec Davos, c'est que chaque année, ils sortent une matrice des risques de la planète. Voici le top 50, si on peut dire, des risques 2014 d'après Davos. Vous voyez que les cybermenaces sont maintenant en rang numéro 4. Et d'ailleurs, à Davos, on nous disait que probablement ça allait passer numéro 2 après les troubles au Moyen-Orient, dans les 18 mois à venir. Ça, c'est un élément. Autre élément, vous avez entendu parler de la Lloyds, cette compagnie d'assurance qui, entre autres, assurait le Titanic. Non, ça c'est pour rigoler, mais c'est vrai. Qui classe dans son dans son risk index, qui sort tous les 2 ans, qui classe maintenant les cyber-risques en position numéro 3, alors que c'était il y a 2 ans entre 20 et 25 en fonction des cas. Donc on a une vraie existence aujourd'hui, en tout cas une vraie prise de conscience que la notion de cyber-risque est vraiment là. Et d'ailleurs, au passage, on va en parler peut-être tout à l'heure, mais vous allez probablement voir les assureurs venir vous expliquer qu'en plus de vos contrats IARD classiques, vous avez absolument maintenant besoin d'un contrat cyber. C'est un des grands enjeux des assureurs pour les années à venir. Et je pense qu'ils vont aussi probablement démarcher les villes, les collectivités locales sur ce sujet-là. Ça a déjà commencé. Alors, là, je vais vous expliquer, moi ça fait un certain nombre d'années, voire de dizaines d'années que je travaille sur la notion d'attaque, de cyberattaque, et il se trouve que j'ai pu mettre au point un modèle relativement simple qui permet d'expliquer comment fonctionnent ces attaques. Et donc on va regarder ça ensemble maintenant, et je pense qu'avec ça, vous pourrez ensuite peut-être plus vous comprendre comment tout ça se déroule et où sont potentiellement nos points faibles. Ça a la forme d'un cube, et on va regarder dans un premier temps qui sont les attaquants, quelles sont les cibles et quels sont leurs objectifs des attaquants. Alors, les attaquants, c'est simple. Il y a 3 types d'attaquants. Les hackers, ou encore les crackers parfois. Les hackers, c'est des gens qui sont en fait motivés par la technologie,
ou encore par la reconnaissance de leurs amis et néanmoins collègues. Le hacker de base, il n'est pas forcément malveillant. D'ailleurs, on parle souvent de black hat, qui sont eux les attaquants souvent, ou de white hat, qui vont être les hackers qui vont plutôt être là pour nous défendre. Dans cette catégorie-là, nous, on est du côté des white hat et des chapeaux blancs. Hein, les Jedi, hein, si vous voulez, c'est un petit peu ça. Mais la motivation, là, cette fois-ci, elle est bien technologique. Sachez que souvent, les hackers font aussi des concours de piratage de serrures. Voilà, intellectuellement, c'est des choses qui les intéressent. Donc, il y a un nouveau truc qui est arrivé, qui est connecté. La première chose qu'ils vont faire, c'est trouver la vulnérabilité et trouver le moyen de pirater le bidule, que ce soit un tramway ou une centrale électrique. La deuxième catégorie, qui elle est motivée par le profit, a apparu quand l'Internet s'est monétisé, c'est-à-dire environ vers 2004-2005. Ce n'est pas forcément les mêmes d'ailleurs que les hackers. Évidemment, ce n'est pas forcément étanche non plus. Mais eux, ils sont vraiment motivés par le profit. Le but, c'est de faire de l'argent le plus rapidement possible, avec d'ailleurs la notion de retour sur investissement, parce que ce sont des gens qui font ça pour le business, pour l'argent. La troisième catégorie qui est apparue, on va dire, vers les années 2010, enfin au grand public, même si ça existait depuis un moment, c'est ce que moi j'appelle les cyberagresseurs au sens large, qui sont eux motivés par l'idéologie ou la politique. Alors là-dedans, on va mettre en vrac les cyber-militants, les cyber-manifestants, les activistes, HACK, mais aussi les cyber-terroristes, les cyber-soldats, les cyber-espions, les cyber-mercenaires, et oui, ça existe, voire même les cyber-corsaires, donc qui fonctionnent avec une lettre de marque, un petit peu comme on faisait à l'époque. Donc là, à nouveau, c'est pas forcément étanche, mais c'est quand même, on va dire, on va avoir potentiellement une discussion avec les hackers, moins avec les cybercriminels, parce que là, on est franchement dans le crapuleux, voire dans le mafieux, donc c'est pas forcément les mêmes qui travaillent sur ces sujets-là. Mais vous avez en gros ces trois grandes catégories, et j'en vois pas d'autres. Alors, à part, une catégorie très à part sur laquelle on travaille aussi, parce qu'on est aussi beaucoup sur les PC dans les familles, c'est tout ce qui est cyberpédophilie, mais c'est un autre sujet. Les trois types de cibles, c'est simple. Il y a les individus, les entreprises et le secteur public. Alors les individus, soit de manière, on va dire, non déterministe, parce que voilà, c'est une attaque massive et vous en avez fait partie, vous n'avez pas eu de chance, soit parce que vous êtes le patron de telle entreprise, soit parce que vous êtes le responsable de telle organisation publique, etc., etc. Et j'en vois pas d'autres. De la même manière, quels sont les objectifs de ces attaquants? Eh bien, il y a trois catégories d'objectifs, et c'est toujours les mêmes. Les infrastructures. Alors, quand je dis infrastructure, c'est infrastructure informatique, évidemment, mais aussi maintenant les infrastructures de l'informatique industrielle. Vous imaginez bien que maintenant que l'informatique industrielle est d'une manière ou d'une autre, malheureusement quelque part interconnectée au reste, forcément ça devient une cible. L'information, bien évidemment, l'information au sens large, et l'identité. Et quand je dis l'identité, il ne s'agit pas simplement de l'identité de vous et moi, hein, mais aussi l'identité d'un processus, l'identité d'un site web, l'identité d'un fichier, l'identité d'une mise à jour. On voit des attaques assez fréquemment, on en parlait récemment, où en envoyant une mise à jour d'un firmware. Vous savez, le firmware, c'est un petit peu le système d'exploitation d'un objet, comme votre imprimante que vous avez peut-être à la maison. Eh bien, si on ne vérifie pas que le firmware vient bien de chez l'entreprise qui a développé l'imprimante, eh bien, on va voir arriver un jeu vidéo s'afficher sur l'écran de votre imprimante. C'est des choses qu'on a vues très, très récemment encore. Derrière, qu'est-ce qui se passe en termes d'attaque proprement dite? Eh bien, l'attaque s'appuie généralement sur ce qu'on appelle des vulnérabilités, et on va traiter ensuite des impacts et des conséquences. Alors les vulnérabilités, c'est exactement la même chose. Il y en a trois. Les vulnérabilités, c'est les vulnérabilités humaines. Alors, consenties ou pas, on parlait tout à l'heure de Facebook et des informations qui sont effectivement fausses ou pas fausses. Ce qu'on constate quand même aujourd'hui, c'est qu'on a une vraie tendance au naturisme numérique, et qu'on va publier des informations à tort et à travers, sachant que ça peut éventuellement nous nuire. Maintenant, il y a aussi des réflexes qui ne sont pas forcément les bons. Je vous pose une question à vous directement. Qu'est-ce que vous faites si vous trouvez une clé USB par terre? Réfléchissez 2 secondes. Est-ce que vous faites comme moi, vous démarrez une machine virtuelle sur votre ordinateur, avec tout ce qui va bien pour décontaminer, s'assurer qu'il n'y a pas de problème, etc., etc. Bien sûr. D'accord?
Dans nos activités de défense, évidemment, on a aussi des activités d'attaque, qu'on en fait moins maintenant, mais parmi ce qu'on appelle le hacking éthique, c'est-à-dire que les entreprises nous payent pour qu'on les attaque, la première chose, c'était juste de jeter des clés USB dans le parking le matin. Parce que dans 99% des cas, avant 11 heures, ça dépend des entreprises, c'est connecté. D'accord? Et là, on prend le contrôle de l'entreprise d'une manière assez simple. Donc voilà, sans parler des individus qui sont malveillants et qui vont vouloir nuire à l'entreprise, qui les emploient, etc., etc. Donc l'humain déjà en tant que tel est une énorme vulnérabilité. Vous avez entendu parler de la fraude au président qui se déploie pas mal en ce moment. Ce matin, Michelin a annoncé qu'ils ont perdu un petit $1,5 million d'euros à cause de ce type de fraude. Voilà, il y a aussi des choses qui sont intéressantes là-dessus. J'ai travaillé pas mal sur ce genre d'affaires. Derrière, il y a des vulnérabilités dans les processus. Vous travaillez aujourd'hui probablement pour une entreprise, pour une organisation quelconque. Il est possible que vous travailliez précédemment dans une autre. N'auriez-vous pas gardé les accès par hasard ? On a fait des études là-dessus. Globalement, il y a dans une grande majorité des cas, au minimum 3 mois plus tard, les employés ayant quitté une organisation ayant toujours accès. D'accord ? Donc si ça s'est mal passé, évidemment, vous pouvez imaginer ce qui peut arriver derrière. De la même manière qu'on a fait une étude là-dessus en demandant quels sont les employés qui, quittant leur organisation, soit de gré ou de force, si j'ose dire, partent avec des données confidentielles appartenant à l'organisation en question. C'est en moyenne 50%, donc est-ce qu'il y a aussi 50% de menteurs, j'en sais rien, mais en tout cas, champion du monde, la France, 61% des gens admettent quitter leur organisation avec des informations confidentielles. Alors c'est pas forcément malveillant, ils vont souvent dire bah, « c'est moi qui les ai créés ». Oui, mais quand tu as créé les informations machin quand tu étais chez IBM, ça appartient à IBM. C'est comme ça que ça marche. Et puis les vulnérabilités technologiques, c'est sur le fait qu'aujourd'hui, les éléments de réseau, les éléments logiciels sont tous très complexes et sont souvent, voire dans 100% des cas, vulnérables, c'est-à-dire qu'il existe des failles. Derrière, alors ça c'est un grand standard en ce qui concerne les impacts, et les impacts que ce soit sur les infrastructures, les informations ou les identités, on a toujours affaire au même triptyque, confidentialité, intégrité, disponibilité. C'est facile à retenir parce qu'en anglais ça donne CIA, Confidentiality, Integrity, Availability. Donc voilà, la question c'est, l'information confidentielle a-t-elle été divulguée ? Alors ça peut être simple ou volé, ça peut être simplement de l'espionnage industriel par exemple, ou ça peut être des activistes qui vont rendre publiques des informations que vous auriez préféré conserver confidentielles. L'intégrité de la donnée également, c'est-à-dire qu'on va va pas forcément voler l'information, mais on va la modifier à dessein. Je prends un exemple qu'on a vu il y a quelques temps concernant des attaques sur des entreprises, où en fait un maliciel, donc un logiciel malveillant, va rien faire d'autre que déplacer les données à l'intérieur de la base de données de l'ERP. D'accord ? Donc, et ça de manière progressive et de manière, on va dire, exponentielle. C'est-à-dire qu'on ne sait plus du tout à partir de quand la base de données était en bon état, d'autant que comme on a juste déplacé les données, l'intégrité globale de la base est bonne, et en général, c'est juste ce qu'on regarde. Donc ça, c'est assez compliqué parce que derrière, on ne sait pas quel backup est le bon, et ça peut poser d'énormes problèmes. Donc là, on est vraiment dans de la guerre économique. En l'occurrence, les bases de données en question étaient souvent en farsi ou en persan. Donc on peut imaginer immédiatement derrière un certain nombre de scénarios intéressants. La disponibilité des informations, est-ce que des informations vont être disponibles ou non, la disponibilité des infrastructures, avec des attaques de type déni de service dont vous avez entendu parler. On va tellement bombarder une infrastructure que du coup elle ne rend plus son service. Ce qui existe également pour la téléphonie, on a vu des dénis de service sur la téléphonie, ça c'est quelque chose qui est arrivé aux États-Unis il y a quelques temps, où des numéros d'urgence sont bombardés par des appels bidons, générés par des ordinateurs évidemment, et ils demandent des rançons de 4, 5, 6 000 $ pour cesser le bombardement. C'est typiquement pour des entreprises d'ambulance, qui évidemment ne vivent que de ça.
Et derrière les impacts, eh ben, enfin les conséquences, elles étaient d'abord immatérielles. Hein, c'est la réputation, c'est l'image, c'est des choses qui vont pas être forcément dramatiques à première vue, mais qui peuvent aller très loin parce que ça peut être aussi des problématiques juridiques derrière. Hein, si c'est des informations que je suis censé conserver de manière confidentielle qui ont été divulguées, j'ai un petit souci par rapport à ça. Vous avez probablement suivi il y a quelque temps le fait qu'un certain nombre, enfin en tout cas un fournisseur de services téléphoniques et Internet a perdu un certain nombre de millions d'informations à caractère personnel. En l'occurrence, c'est Orange, hein, on peut les citer, parce que finalement, Orange, en faisant ça, ils sont juste en train de se conformer à l'ordonnance du 24 août 2011, qui consiste à dire que si des informations à caractère confidentiel ont été divulguées ou en tout cas volées, on doit en avertir les propriétaires, c'est-à-dire nous. Au passage, depuis août 2011 à maintenant, il y a eu 3 cas. 3 cas en France de vol d'informations, tous chez Orange. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a qu'Orange qui se fait voler des informations? Vraiment? Ou il n'y a que Orange qui se conforme à la loi? D'accord? Il y a 12 000 fournisseurs d'accès sur les 28 pays. Okay, pour la France, il n'y a que Orange qui a vécu une perte d'informations. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Évidemment, il y a des conséquences qui vont être financières derrière, parce que forcément, si on veut remonter l'image de marque ou si on doit payer des frais de justice, ça va forcément avoir un coût. On va aussi potentiellement perdre des clients. Et ce qu'on voit de plus en plus malheureusement maintenant, c'est que ces conséquences vont arriver dans le monde physique. C'est-à-dire que dans la mesure où une grande majorité de tout ce qui est industriel, notamment, est contrôlé par des systèmes informatiques qui peuvent être eux-mêmes attaqués, et bien évidemment les conséquences vont être physiques. Un des cas les plus marquants, puisque ça a été le premier, c'est l'attaque qui a été menée il y a quelques années sur une centrale d'enrichissement de l'uranium en Iran. Le but de cette attaque était de faire en gros exploser les centrifugeuses dont le principal boulot est de séparer les différents uraniums. Un bon millier de centrifugeuses explosées grâce à un petit bout de logiciel assez malin d'ailleurs qui a été envoyé sur place. Donc voilà, en gros, aujourd'hui, avec ce cube-là, vous êtes capable d'identifier à peu près toutes les attaques, et ce qui nous permet ensuite, nous, de travailler notamment sur la problématique des vulnérabilités, et essentiellement d'ailleurs sur la partie technologique. Bon, alors là, normalement, vous devez être complètement terrorisé, mais vous vous dites, c'est du marketing de la peur. Alors, en fait, en anglais, ça s'appelle FUD. Fear, Uncertainty and Doubt. Alors, vous allez entendre parler de ça. Alors, c'est du FUD. Du FUD, ça veut dire, ouais, c'est juste pour faire peur. Ça, c'est bidon. Sauf qu'il se trouve que quand on parle avec sur les réseaux un peu plus cachés, FUD, ça veut dire Fully Undetectable. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est, alors, on est où, là? On est dans le bidon ou on est dans la réalité, mais qui est très difficile à détecter? Alors on va juste en parler un petit peu ici. Et je vais vous donner un certain nombre d'idées de ce qui est arrivé avec un certain nombre d'incidents. On parlait des trams tout à l'heure. Vous aurez le support, j'imagine, donc vous pourrez aller voir les détails. Hein. Mais ça, c'est en Pologne, où un brillant jeune garçon de 13 ans, que vous voyez masqué à gauche, grâce à une télécommande de téléviseur un poil modifié, a pris le contrôle de tramway. Et en a fait même dérailler certains. Bon, il n'est pas bête, hein, le garçon, il faut reconnaître. Hein. Il y a eu un cas, ça c'est en Afrique du Sud, où, vous le savez ou pas, mais les feux tricolores, en fait, qui sont connectés maintenant, embarquent chacun une carte SIM. Ces cartes SIM, c'est ce qu'on appelle des burners, puisque c'est des cartes SIM qui n'ont pas de limite, évidemment, en termes de crédit, en termes de communication, etc. Et là, en l'occurrence, il y a 600 cartes SIM qui ont été volées en très peu de temps. Si vous pouvez imaginer derrière que, du coup, bien évidemment, les feux ne fonctionnaient plus, ce qui a créé un certain nombre de bins assez intéressants au niveau de la ville de Johannesburg. Là, ici, c'est à Hollande, à Rotterdam, où, en fait, la police s'est demandé pourquoi 2 gangs de trafiquants de drogue voulaient absolument récupérer ce conteneur de bananes.
Et il s'est trouvé que visiblement, il n'y avait pas que des bananes dans le conteneur de bananes. Et en fait, depuis longtemps, tout le système de gestion des conteneurs du port de Rotterdam était infiltré. Et donc, un certain nombre de conteneurs étaient récupérés avant même qu'ils arrivent sur le quai et étaient déplacés vers un endroit où on venait les chercher, évidemment, très spécifiquement. Ça, c'est une usine de traitement de l'eau dont le contrôle a été pris également aux États-Unis. On a vu ça aussi en Australie, et là en l'occurrence il y a eu mélange des eaux propres et des eaux usées, ce qui est un peu compliqué à gérer derrière. On a vu aussi alors là pour le coup c'était de l'attaque de GPS, c'est-à-dire qu'on va balancer des faux signaux GPS dont le but était en l'occurrence de dérouter des bateaux. On a vu des attaques aussi assez sérieuses entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, avec des systèmes qui brouillent les systèmes GPS dans l'espoir, j'imagine, pour le coup, de dérouter des missiles. Il y a eu au total plusieurs centaines d'avions qui ont été déroutés, des bateaux, des voitures, etc. Puisque plus rien ne fonctionnait sur un gros territoire qui débordait assez largement de la Corée du Sud. Bon, et puis pour terminer avec quelque chose d'assez rigolo, il y a une chaîne de télé américaine qui s'est vue pirater et en direct, il y avait une voix qui disait « Tous aux abris, il y a eu des attaques de zombies partout dans la rue, planquez-vous ». Bon, ça c'est un peu américain en même temps, mais il y a des trucs comme ça. Il y a quelque chose qui est arrivé aussi aux États-Unis il n'y a pas il y a quoi, il y a 1 an ou 2, et ça peut être un peu flippant. Imaginez qu'on reçoive tous en ce moment-là, sur notre téléphone, tous en même temps, un SMS qui nous dit « Message du gouvernement, tous aux abris, dépêchez-vous, vite, vite, vite ». Qu'est-ce qu'on ferait? Nous déjà, bon, on sait comment on gère en général une alerte incendie, hein, on attend vraiment de sentir la fumée, hein. Bon, mais les Américains, eux, ça leur fait vraiment peur très très vite, ce genre de choses. Et on n'a jamais su qui était derrière ce genre de choses. Alors bon, j'en passe et des meilleurs, hein. Tout ce que vous voyez là, ça a juste une caractéristique en commun, c'est que tout ça, ça a été piraté. J'ai des anecdotes à chaque fois, mais on peut parler des drones qui en ce moment s'amusent à survoler nos centrales. Mais tout ça, ça a été piraté de manière plus ou moins facile. On parlait de la consommation d'énergie tout à l'heure. Sachez par exemple, c'est un groupe d'Allemands qui a pu montrer que rien qu'en regardant la consommation électrique, ils savaient vous dire ce que vous regardiez, quel est le programme que vous regardiez à la télévision. Puisqu'en fait, chaque programme va générer une consommation différente. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir médiamétrie. On sait ce que vous regardez, puisque vous consommez ça. Donc voilà, il y en a beaucoup. Alors là, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? On dit, bah alors voilà, ça c'est cyberguetton. Hein, donc on se déconnecte, on arrête tout et on repart vivre dans les bois. Ou alors, il y a aussi une autre option qui est ce qu'on appelle la cyber-résilience. Vous avez probablement déjà tous entendu parler de la notion de résilience. Eh ben, il se trouve que cette notion de résilience, ça a été happé par un certain nombre de personnes, et notamment le World Economic Forum à Davos, qui parle de résilience économique, de résilience environnementale, et qui, depuis maintenant 4-5 ans, a ajouté la cyber-résilience à la problématique qui est abordée à Davos, notamment, parce que ça a été repris pas mal depuis. Le principe, si vous voulez, c'est qu'on a évolué, c'est-à-dire que depuis un certain nombre d'années, bien entendu, on a l'informatique étant ce qu'elle est, on a appliqué un certain nombre de mesures de sécurité pour limiter les risques. Historiquement, on a commencé par là, on a commencé par le bas, si je puis dire. Aujourd'hui, il est fondamental d'évoluer de ce modèle sécurité tactique, virus, antivirus, spam, anti-spam, intrusion, pare-feu, voilà comment on a fonctionné. Mais là, c'est plus comme ça qu'il faut faire. Il faut vraiment passer dans un mode de gestion du risque, avec de l'analyse de risque, avec des politiques de risque, avec des gestions de la conformité par rapport à ce qui se passe. Et l'étape ultime, c'est la cyber-résilience, c'est-à-dire d'analyser les risques pour l'activité, les tendances et les menaces informatiques, et globalement d'être capable de mettre en place de la gouvernance. Tous les sujets dont on a parlé tout à l'heure, moi je trouve ça passionnant, j'aime beaucoup, mais à chaque fois, moi j'ai forcément le côté cyber-parano. Chaque fois que j'entends ces machins connectés, je me dis, oh là, ça va être super marrant de dire que toutes les poubelles de Cagnes-sur-Mer sont remplies. Ils vont aller où les camions? Parce que si en même temps je dis que tous les parkings sont pleins ou vides, et si en même temps j'arrive à dire qu'est-ce qui va être la résultante sur le terrain? D'accord? Si on arrive à faire tout ça en même temps. Donc derrière, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sécurité informatique, ce n'est pas un produit, c'est bien un processus. Un processus qui doit, de manière générale,
gérer ce que je vous ai dit tout à l'heure en termes de vulnérabilité, c'est-à-dire les personnes, c'est de la formation, c'est de l'information, c'est du recrutement. Philippe Sajot me le disait tout à l'heure, il n'y a pas forcément des gens compétents à tous les niveaux. Forcément, plus on va descendre dans la taille des entreprises et plus ça va être difficile. Au passage, je vous livre 2-3 chiffres. On fait régulièrement des études sur les attaques ciblées. Il y a deux grandes catégories d'attaques. Les attaques massives, le spam, ce genre de choses qui partent un petit peu au hasard. Et ce qu'on voit de plus en plus arriver maintenant, c'est les attaques ciblées, des attaques qui visent un individu, une entreprise ou un gouvernement de manière très spécifique. C'est en gros en croissance de 90 à 100% par an, hein, ce type d'attaque. Et on regarde qui est-ce qui est attaqué. Sachez qu'en France, c'est le secteur public, pour un tiers, qui est le plus attaqué. Alors ça change d'une année sur l'autre, mais en ce moment, c'est le secteur public. Et qui est-ce qui est le plus attaqué là-dedans? Eh bien, ce sont les entités de moins de 250 personnes qui sont attaquées en priorité. Souvent parce que c'est les plus vulnérables, mais aussi souvent parce qu'elles sont connectées à quelque chose de plus gros. Le plus gros, il est forcément un peu mieux sécurisé, donc on va rentrer en passant par donc, le piratage de la chaîne de valeur ou de la chaîne d'approvisionnement. Donc c'est des choses qu'on voit de plus en plus maintenant, on va attaquer un des fournisseurs. Et le modèle derrière que l'on propose, c'est de dire qu'on est passé, en fait, le modèle aujourd'hui il est basé sur l'incident, c'est-à-dire qu'on est vraiment en mode purement réactif. Il se passe un truc, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah il faut réagir. Depuis un certain nombre d'années, en termes d'investissement sur la protection des informations et de l'informatique dans les entreprises et dans le secteur public, on a vraiment fait un focus sur deux éléments qui sont la prévention. C'est-à-dire on a mis des anti-machins, en priant pour que ça suffise. D'accord? Parce qu'on en met partout, puis voilà, on dit avec un peu de bol, ça va aller. De la même manière, on a fini par comprendre qu'il fallait aussi faire des sauvegardes. Au passage, on parle plus de restauration, parce que faire des sauvegardes, si on ne sait pas si on est capable de restaurer, ça ne sert pas à grand-chose. Ça, c'est un autre débat, mais c'est intéressant quand même. Mais ça fait 20 ans ou 25 ans qu'on est essentiellement sur ces deux éléments-là, sur ces deux piliers. Aujourd'hui, nous, on insiste pour dire qu'il serait urgent de travailler un peu en amont. Tous ces projets dont on parle, tous ces bidules connectés dont on parle, moi, à chaque fois, j'ai envie de poser la question, et si un individu malveillant en prend le contrôle? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est juste de l'analyse de risque et de la gestion du risque. Mais ça, il faut que ce soit fait absolument en amont. Et aujourd'hui, on a l'impression que pour tout ce qui est objet connecté au sens large, et je parle même des bracelets, des machins, des bidules, il y a une telle course, hein, le time to market est tellement important qu'aujourd'hui, la partie sécurité des bidules, wow, bah, ça sera après. Sachez que sécuriser un projet, quel qu'il soit, où de l'informatique est en cause, c'est 15 fois plus cher après qu'avant. D'accord? Et en termes d'analyse de risque, on va peut-être même des fois dire oh non, mais on ne va pas le faire, ça. C'est juste trop risqué parce que ça nous coûterait 14 milliards à sécuriser. D'accord? Donc cette notion de posture sécurité, c'est archi fondamental. Et maintenant, il faut se poser les questions avant, parce qu'après, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher et en plus, en général, c'est un patchwork qui ne marche pas. Et dernier point, c'est la mise en place de détection. Vous mettez en place des tas de bidules, on va connecter tout un tas de trucs, des immeubles, des machins, etc. etc. Qu'est-ce qui m'alerte s'il y a un problème? C'est la notion d'indicateur de compromission. Qu'est-ce que je vais mettre en place dans mon système qui va me dire c'est pas normal? C'est pas normal que 90% des poubelles de Cagnes-sur-Mer soient pleines. Tout ça en 5 minutes. Est-ce que ça a été pensé? C'est dommage qu'on n'ait plus M. Sajot sous la main, mais est-ce que ça a été pensé, ça? Est-ce qu'il y a ces genres de profilage? Est-ce qu'il y a ces genres de choses qui sont mises en place? C'est un exemple, hein, mais voilà, je vous dis, en tant que cyberparano, nous on se pose typiquement ce genre de questions. Derrière, ça veut dire donc remonter sur la partie gestion du risque. Gestion du risque, on parlait d'assurance tout à l'heure, hein, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Et puis, de plan d'intervention. Donc la gestion du risque, c'est tout faire pour limiter la casse, parce qu'on sait que l'attaque va arriver. Quand je vous dis, êtes-vous prêt pour la prochaine attaque, c'est parce que déjà, pourquoi prochaine? Parce que c'est déjà arrivé. La question, c'est est-ce que vous le savez ou pas? Parce que souvent, on ne le sait pas. D'accord? Donc, la gestion des risques, c'est vraiment l'amont, tout faire pour limiter la casse. On sait que ça va arriver, mais on va limiter la casse. Et le plan d'intervention, c'est une fois que c'est arrivé, qu'est-ce qu'on fait pour revenir le plus rapidement à un fonctionnement normal?
D'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler aujourd'hui. Et on a aujourd'hui des outils qui nous permettent de travailler sur des scores, des niveaux de cyber-résilience. C'est-à-dire qu'on va procéder à des genres d'audits, si vous voulez, et on va dire, tiens, ben voilà, telle collectivité locale, telle entreprise, tel gouvernement, il est aujourd'hui à un score de résilience de 3,2. Et puis, ben, voilà, le but, c'est qu'il soit 4,5 l'année prochaine, etc. Ça va être super important parce que, vous l'imaginez bien, les assureurs ils vont être très intéressés par ce genre de choses. Parce que plus votre niveau de cyber-résilience est haut, moins vos primes vont être chères. Et ça, c'est quelque chose sur lequel ils travaillent en ce moment même. Donc c'est, voilà, très rapidement la vision qu'on peut en avoir. On a travaillé, on a fait un dossier un peu plus spécifique sur la partie Smart City et cyber-résilience. Vous l'avez, Jean, je vous l'ai envoyé. Et puis sinon, si ça vous intéresse, vous trouverez ça aussi sur Internet assez facilement. On a fait un dossier récemment sur les bracelets connectés. Alors là, c'est un grand moment. Hein. 20% de ces machins-là ne sont pas sécurisés du tout, mais du tout. D'accord ? Par exemple, ils envoient, lorsque il y a ceux qui sont connectés à votre smartphone il va se connecter chez le fournisseur. Non, il ne se connecte pas chez le fournisseur. Il se connecte en moyenne entre 14 et 5 fournisseurs en fait. C'est-à-dire que vos données remontent non pas juste vers Fitbit ou Jawbone ou je ne sais pas quoi, mais vont remonter vers 5 à 14 domaines différents. Donc vos données, elles partent sur 14 types. Et en l'occurrence, je vous dis, il y en a un tiers pratiquement qui envoie votre login et votre mot de passe en clair. Comme votre mot de passe, c'est le même que vous utilisez pour votre banque, etc., etc., nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé à partir d'un petit bidule qui s'appelle un Raspberry Pi, qui est un petit objet portable. On a bidouillé un certain nombre de trucs et on s'est baladé aux États-Unis avec ça dans des centres sportifs. Et là, la moisson était en tout cas très intéressante. Voilà. Cette notion de vulnérabilité est intéressante et donc ça peut vous permettre de réfléchir à cette notion de data, parce que finalement, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, vous savez, c'est ce qu'on dit quand sur Internet, si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Donc vous imaginez à quel point on en est aujourd'hui.